5 femmes et 3 enfants dans la province du Kasaï. C'est un cri d'alarme pour la réhabilitation de nouvelle campagne de recrutement des jeunes dans les différentes spécialités au sein de l'armée congolaise. L'objectif est de renforcer les effectifs et promouvoir l'engagement citoyen. Le porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge, l'a dit lors d'une émission spéciale sur nos antennes. Enfin, ouverture des travaux de la conférence des régulations d'Afrique australe, une occasion pour les participants d'insister sur l'urgence d'une inclusion numérique pour tous et le rôle du service universel en République démocratique du Congo pour garantir un accès équitable aux technologies digitales. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Jeudi, l'excès de vitesse serait à la base d'un grave accident qui s'est produit dans la province du Kasaï oriental. Le bilan fait état de plus de 20 morts et plusieurs blessés. Selon les témoins, le camion en provenance de la ville de Mbuji-Mayi à destination de Kinshasa a fini sa course dans un ravin. Des sources concordantes affirment que le bilan continue de s'alourdir. Un reportage de Magui Massanka, notre consoeur de la RTNC Kasaï. Les véhicules de marque Oman, immatriculation 5380 AZ 01 en provenance de Mbuji-Mayi vers Kananga s'est renversé après avoir cogné un casse-vitesse sur cette route en pleine construction. Les conducteurs des camions lourdement chargés des marchandises étaient en état d'ivresse et conduisaient à vive allure, expliquent quelques témoins de l'événement. Les conducteurs, en fait, n'étaient pas dans un état normal. C'est-à-dire que ce véhicule a connu un accident. Puisque la grande j'ai vu, jamais vu. C'est là aussi ligne de passagers qui étaient dans le véhicule. Nous avons même parlé que le chauffeur n'était pas en bon état. Il était dans un état d'ivresse. Le véhicule s'est renversé, c'était à 18h30. On a trouvé assez de cadavres sur terre, à peu près 22 personnes. Alors il y avait aussi des blessés. On a amené des blessés en Mbuji-Mayi. Jusqu'à midi de ce jeudi, plusieurs corps étaient toujours longés à même les sols. Certaines familles des victimes se débrouillent par moto pour évacuer leurs cadavres. Une ambulance a été déployée. Sont toujours au sol. Des corps. L'État n'a pas même la charge pour tout ce monde. Le village de Mwanzalomba se situe à 30 km de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Un nouveau drame secoue l'est de la RDC dans le territoire de Lubero. Plus de 100 civils ont été massacrés à la machette et par balle dans une attaque barbare attribuée aux rebelles ADF. Les notables de Lubero dénoncent cet énième massacre et demandent une réorganisation des opérations militaires conjointes menées entre les FARDC et les militaires ougandais. Une inhumation collective a été organisée dans une atmosphère de douleur et d'indignation. Oscar Malkaïch pour ce commentaire. Atmosphère lourde de chagrin dans la localité d'Ntoyo, territoire de Lubero, et aussi à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les équipes de la Croix-Rouge et d'autres volontaires, sous l'encadrement de l'autorité provinciale, s'affairent à inhumer les civils victimes des attaques de forces démocratiques et alliées EDF. Près de 100 civils ont perdu la vie à coups de machette et de balles alors qu'ils étaient en pleine veillée mortuaire. D'autres civils, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été incendiés dans leur maison. Certains habitants d'Ntoyo ont été enlevés et amenés vers une destination inconnue. L'inhumation remonte à la surface des personnes et de leurs biens dans ces zones victimes le plus souvent de l'activisme du mouvement terroriste EDF. D'aucuns suggèrent l'augmentation des effectifs militaires dans les cadres des opérations Ushuja menées conjointement par l'armée ougandaise UPDF et celle de la République démocratique du Congo, le FARDC. Jeudi tantôt, le recrutement des jeunes dans différentes spécialités au sein de l'armée congolaise se poursuit. L'annonce a été faite porte-parole de le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomé au cours d'une émission spéciale co-animée par Oscar Balkaïj et Mami Lela. L'accent sur les jeunes, les tout jeunes, âgés de 18 à 24 ans,
donc ceux qui ont terminé les études secondaires dans les sections scientifiques, techniques et informatiques. Et on a sur les jeunes gens qui sont supérieurs ou d'université dans les domaines, je dis les au pluriel, de l'aviation civile. Et là, je vise vraiment nos amis de l'ISTA. Hein? Ils ont fait l'aviation civile, ils ont fait la météorologie, ils ont fait la navigation aérienne. Alors, tout cela, la force aérienne a besoin d'eux. Dernièrement, j'étais à la force aérienne, il y en a qui se sont fait inscrire et on tend les autres qui hésitent encore. À la force navale, nos amis de l'école de navigation des Kaouka, en tout cas, leur place est là. Et en plus de cela, il faut avoir 2 photopasseports, la copie de la carte d'identité. Et une autre condition, on ne recrute pas les mariés, on recrute les célibataires. Il faut avoir l'attestation de célibat. On ne recrute pas les gens qui ont des enfants. Pourquoi? Peut-être c'est une question Parce de que curiosité. ce serait une charge, vous êtes en formation, pensez à votre famille, ça va parler. Donc il faut les gens qui vont consacrer pour la nation sous les drapeaux. Lorsqu'on recrute des soldats, il doit être célibataire sans enfant. Dès qu'il termine, il signe un contrat de 7 ans. Et pendant ces contrats-là, il ne peut pas se marier. Il va se marier à l'issue dès qu'il renouvelle les contrats. À l'approche de la session de septembre, le bureau de l'Assemblée nationale, sous la houlette de Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, et qui multiplie les consultations avec le caucus des députés. L'objectif est de préparer une parlementaire apaisée, inclusif et centré sur les priorités nationales, notamment le budget 2026, la sécurité à l'est du pays et la cohésion institutionnelle. Anim Balaka et Patrick Badibanga pour ce reportage. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. À quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga et enfin, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. C'est à la fin de cette consultation que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer avec comme priorité le dépôt du budget du gouvernement pour l'exercice 2025-2026. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, s'est exprimé à l'issue d'une rencontre avec les députés signataires de la pétition contre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Tout en reconnaissant le caractère parlementaire de la démarche, le secrétaire général du parti
présidentielle dit que la position du parti dépend de l'arbitrage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Alain Bikaï. À l'approche de la rentrée parlementaire, les députés nationaux pétitionnaires cherchent à élargir leur base de soutien politique. Ce mercredi 10 septembre, ils ont été reçus par le secrétaire général de l'UDPS, faisant office du président intérimaire du parti présidentiel. Conscient du poids de la première force politique de l'Union sacrée de la nation, les élus nationaux ont sollicité son soutien à leur initiative parlementaire. C'est aussi également pour nous comme pétitionnaires l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient de la signature. Nous avons apporté à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Après les avoir écoutés, Augustin Kabouya a pris acte de leur démarche et s'est chargé à en référer à la haute autorité de l'Union sacrée de la nation pour obtenir des orientations. Question d'obtenir la cohésion au sein de l'Union sacrée. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nombreux observateurs, la session budgétaire de septembre s'annonce déjà électrique au Parlement. La Première ministre a réuni les ministres des Finances et du Budget pour une séance stratégique avec la délégation du Fonds monétaire international. Au menu, la restitution d'une mission technique, jalon préparatoire à la grande revue d'octobre, une étape importante qui place plutôt la RDC sur les projecteurs des investisseurs et bailleurs multilatéraux. Chimène Dondo et Pompomba. Du génie féminin au service de la nation. Quand la technologie devient une réponse concrète aux défis de la vie quotidienne en RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu une délégation du Fonds monétaire international FMI à Kinshasa. Objectif, le progrès du programme économique en cours avant la grande revue prévue en octobre. Donc nous sommes venus faire le point avec Madame la Première ministre de l'évolution de la mise en œuvre du programme. En particulier, faire le point sur la situation économique qui demeure résiliente avec la croissance qui serait autour de 5,5% cette année, l'inflation qui continue de baisser et devrait demeurer en dessous de 8% cette année. Il y a moins de 2 ans, on était pratiquement 25% d'inflation, donc maintenant ça a baissé substantiellement. Cela dit, il y a d'autres défis à relever, surtout au regard de la situation sécuritaire qui pèse énormément sur le budget. Un cap que le gouvernement veut maintenir, stabilité macroéconomique, discipline budgétaire et sur le développement social. Mais au-delà de chiffres, c'est aussi l'ingéniosité locale qui attire l'attention de la primature. Ces boîtiers révolutionnent la gestion de l'électricité. Moins de délestage, équilibre automatique du phase, prévention de risque d'électrocution. Ça vient vraiment pour vous permettre d'optimiser votre gestion d'électricité parce qu'elle contient toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent à l'intérieur. Ça vous permet de voir votre consommation, d'optimiser, de payer l'électricité avec le téléphone, avec tout le moyen de paiement possible. Donc, ce sont là les problématiques. Et la logette intelligente sera disponible auprès de nos distributeurs. Déjà validée par la SNEL, la logette en septembre 2025. Une innovation 100% congolaise, pensée pour les quotidiens de ménage. Soutenue par la Première ministre, cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de promouvoir le talent féminin et les solutions locales. Sachez aussi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, séjourne à Ouvira, dans la province du Sud Kivu, à la tête d'une forte délégation gouvernementale
gouvernementale, Jacquemain Chabani a présidé la réunion du Conseil de sécurité avec toutes les forces vives de la province. Sur place, les nouvelles orientations ont été données après les journées villes mortes. Question de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Bobo Anan Mokosi pour ce commentaire. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est jeudi 11 septembre, l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, foule les sols d'Ouvira à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée du ministre délégué près de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre d'État, ministre de l'Industrie et celui de la coopération régionale, Floribert Anzourouni. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission chargé de restaurer la quiétude de l'autorité de l'État dans cette contrée, particulièrement dans la ville d'Ouvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu, qui a connu des journées de populaires. Aussitôt arrivé, le patron de la sécurité a présidé les conseils restreints de sécurité avec tous les services de l'exécutif provincial pour avoir l'aperçu de la situation sécuritaire qui y prévaut. Les M23 appuyés par le Rwanda ont récupéré des concessions minières, notamment dans les territoires de Walungu, en partie à Mwenga, notamment la mine de Twangiza, qui est en train de leur apporter des millions de dollars par mois pour financer la guerre contre nous. Le plus important ici, c'est que nous n'avons qu'un ennemi, FRDC, Wazalendo, population congolaise en général, celle du Sud Kivu en particulier, celle d'ici à Uvira, tout particulièrement. Nous devons nous mettre ensemble, nous parler et éviter des divisions entre nous qui peuvent donner l'opportunité à l'ennemi de nous asservir. La journée n'a pas été du tout repos. Jacquemain Chabani a par la suite tenu une autre réunion du comité provincial élargi avec toutes les forces vives, la société civile et les Wazalendo pour dissiper tout malentendu afin de donner de nouvelles orientations. Question d'aplanir le point de divergence. À quelques jours de la session parlementaire de septembre, consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi 2026, le vice-premier ministre en charge des échanges, Jean-Pierre Liaou, ce dernier a plaidé pour une nouvelle politique salariale en vue de mettre fin à la disparité des salaires observée au sein de l'administration publique. Éric Kabamba pour ce reportage. Nouvelle journée de consultation à la vice-primature en charge du budget pour l'élaboration de la loi des finances 2026 en RDC. Pour ce jeudi 11 septembre, Adolphe Mouzio consulte le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Jean-Pierre Liao a plaidé pour une nouvelle politique salariale afin de mettre fin à la disparité de salaires observée au sein de l'administration publique. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un homme d'expérience, un ancien Premier ministre, ensemble avec lui et les ministres des Finances que nous allons proposer dans les semaines qui viennent une nouvelle politique salariale qui va finalement nous aider à éradiquer les disparités qui gangrènent aujourd'hui nos administrations entre Kinshasa et les provinces, entre administrations, voir comment nous allons réconcilier le pays avec lui-même sur ces questions de justice sociale. Devant le vice-premier ministre en charge du budget, le patron de l'administration publique n'a pas seulement plaidé pour la politique d'équité salariale, mais également pour l'amélioration des conditions de travail des agents publics de l'État. L'objectif, c'est améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État afin qu'ils puissent être efficaces. Cette démarche participative, qualifiée d'innovation, vise à recueillir le besoin spécifique de chaque ministère avant l'arbitrage définitif de la Première ministre. Les officiers de l'armée et de la police nationale prennent part à un atelier sur leur affiliation au régime de sécurité sociale géré par le SENSAP. 3 jours suffisent aux participants venus de 26 provinces d'être outillés sur les mécanismes et avantages de cette couverture sociale. C'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a procédé à la remise des brevets. Nadine Futuka nous en dit plus. Ces officiers de l'armée et de la police nationale congolaise viennent de boucler 3 jours de renforcement des connaissances en leur pension de retraite et de leur prise en charge. Le ministre de l'Action publique, Jean-Pierre Liaou, se réjouit de la tenue de cette rencontre sur l'affiliation au régime de sécurité sociale des hommes en uniforme.
sous la coordination éclairée de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, nous a confié à mes collègues de la Défense et de l'Intérieur la noble tâche d'assurer l'équité et la transparence dans la gestion de la sécurité sociale pour tous les militaires et policiers. Les travaux de cet atelier ont été organisés pour vous armer du savoir nécessaire afin que vous puissiez à votre tour éclairer et former vos pairs. Nous n'avons mené aucun effort et avons travaillé sans relâche pour rendre effective cette vision du chef de l'État. Le directeur de l'exploitation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents apporte l'éclairage sur cette rencontre. Il y a deux branches, ce qu'on appelle la branche de pension pour les prestations d'invalidité. Ça signifie que si on ampute la jambe d'un militaire et que l'administration de l'armée décide de le mettre à la retraite, ça devient l'affaire de la SENSAP. Et la SENSAP va prendre en relais ces militaires ou ces policiers qui a une jambe amputée pour une prise en charge immédiate. Et ça permet à l'administration de l'armée ou à l'administration de la police de renouveler l'effectif. Donc c'est vraiment un véritable cycle qui peut gagner notre pays en efficacité. Mais aussi la branche, ce qu'on appelle les prestations de retraite ou les prestations de VS. Là, vous travaillez normalement. Selon les dispositions contenues dans vos statuts, on vous met à la retraite. Quand on vous met à la retraite, la SENSAP vous prend pour payer votre retraite jusqu'à la fin de votre temps. Ce partenariat ainsi conclu entre la SENSAP et la police et l'armée est un partenariat gagnant-gagnant. Le premier président de la Cour des comptes s'est rendu à la Haute École de commerce de Kinshasa. Jimmy Munganga a voulu se rendre compte de l'état d'avancement de l'audit des entités émergentes au budget annexe du pouvoir central, notamment les universités, établissements supérieurs et hospitaliers de la ville de Kinshasa. Nancy Poba et Anastasie Ndoubou. Arrivé autour de 10 heures, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a été reçu au bâtiment administratif de la Haute École de commerce de Kinshasa par son directeur général, le professeur Nyon Saba, avec qui il s'est entretenu en présence des auditeurs en mission et quelques responsables de la Haute École de commerce de Kinshasa. Après avoir suivi l'exposé du chef de mission sur la conduite de l'audit, le DG a exposé sur les innovations numériques qu'il a apportées pour favoriser la transparence dans la gestion de cet établissement depuis son avènement. Rassurer le missionnaire que toutes les informations qui existent sont mises à leur disposition. Nous prenons aussi le courage que certaines informations n'ont pas été archivées comme il le fallait dans l'État. Pour sa part, le premier président a exhorté l'équipe de mission à poursuivre son travail en toute objectivité et a demandé au directeur général de continuer à collaborer avec l'équipe de mission. Lorsque j'échange avec mon collègue qui conduit la mission, il m'informe qu'il y a quelques défis. Par exemple, il y a des informations que la Cour avait demandées à l'entité, mais qui ne sont pas encore là. Alors que toutes les entités avaient pris l'engagement de fournir toutes les informations à la Cour. Donc je viens de dire tout à l'heure au DG que ce comportement est constitutif de faute, d'entrave. L'entrave qui est assimilée à une faute de gestion. Donc tous les responsables de ce genre de comportement vont être poursuivis par la Cour des comptes. Une visite d'installation de cette entité d'enseignement supérieur a marqué la fin de cette descente sur terrain. Le directeur général de Canal+, RDC, a été officiellement présenté par son prédécesseur. Une démarche de continuité marquée par la volonté renouvelée d'accompagner la chaîne nationale dans ses projets de modernisation. Toto Sungo et Siandema. Cette rencontre traduit la consolidation des liens de paternité déjà existants entre Canal+ et la radio-télévision nationale congolaise. Cette démarche est l'expression d'une volonté commune, celle de faire de la RTNC une télévision plus performante. On est en train de travailler sur la redevance audiovisuelle et j'espère qu'on va pouvoir conclure d'ici là. Mais clairement, on est là pour accompagner la RTNC parce qu'on veut une chaîne nationale très forte en RDC. C'est une occasion pour nous, Canal+, RDC,
de réaffirmer ce partenariat et notre volonté de continuer à accompagner la RTNC et nous souhaitons que la RTNC reste et soit une chaîne forte. C'est présent du DG de la RTNC à ses hôtes et le gage de la bonne collaboration entre les deux institutions. Et puis l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications du Congo a procédé à l'ouverture des travaux de groupe de travail 2 de l'EACO. Une occasion pour Christian Katende, président de l'ACRPTC, je pense que j'y arrive, d'insister sur l'urgence d'une inclusion numérique pour tous. Il a également relevé le rôle important du service universel en RDC, Karen Kankolongo et Guy Matundu. L'autorité de régulation des pays d'Afrique australe se penche entre autres sur l'élaboration de la stratégie pour l'économie numérique en vue de combler le déficit d'utilisation du haut débit grâce au Fonds de service universel. Le président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications de la RDC, M. Christian Katende, a salué les efforts conjoints des pays membres pour la promotion de l'inclusion numérique. C'est une réunion qui porte sur tout ce qui est infrastructure, inclusion numérique, connectivité, et il y a aussi un atelier sur le service universel. Donc cette réunion du groupe de travail 2, comme il plaît à l'EACO, se tient ici sur une semaine et les différents sujets que j'ai mis en avant collectivement vont se discuter pour faire avancer la région sur ces problématiques. Et il y a entre autres un accent particulier qui est mis sur le service universel parce que beaucoup de nos populations sont exclues de la connectivité de par le fait qu'elles soient dans des zones éloignées ou qu'elles soient dans des zones qui ne sont pas rentables. Pour la RDC, le service universel est un impératif national afin de réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales. L'EACO est une organisation qui réunit les opérateurs télécoms ainsi que les autorités de régulation des pays d'Afrique australe. Justement, la RPTC enjoint du secteur les opérateurs du réseau mobile, fournisseurs de services Internet et télédistribution de se conformer aux normes d'ici le 24 septembre. Les opérateurs risquent de ne plus s'exprimer après ce délai. À travers le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles financé par la Banque mondiale, a initié un atelier de validation de la méthodologie détaillée de l'évaluation approfondie de la formation initiale des enseignants du secondaire en RDC. C'est pour plus de détails. Les buts poursuivis par cet atelier de validation de la méthodologie détaillée, l'évaluation approfondie de la formation initiale enseignants du secondaire en République démocratique du Congo est d'examiner et valider la méthodologie proposée par les consultants internationaux recrutés pour mener l'évaluation. Une étude qui va porter sur la cartographie des instituts supérieurs pédagogiques et leur implantation par rapport aux besoins en enseignants, l'analyse de leur organisation, efficacité et équité, l'examen de financement et viabilité, l'évaluation de la qualité et de la pertinence des programmes. L'occasion de cet atelier, validation de la méthodologie et l'évaluation approfondie, la formation initiale des enseignants du secondaire en République démocratique, afin de garantir une éducation de qualité pour tous les élèves, en particulier pour les filles qui demeurent les plus vulnérables face aux inégalités scolaires. Procédant à l'ouverture de ces travaux, les représentants du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire a précisé le fait qu'à travers cette évaluation, les gouvernements et ses partenaires visent à disposer d'un diagnostic complet et fondé sur des données probantes en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de réforme et de renforcement de la formation initiale des enseignants du secondaire. José Kalalawa Kalala, Vital Kamere et Didier Boudimbu, tous membres du Présidium de l'Union Sacrée Nation, ont signé ce jeudi la charte et le règlement intérieur de l'UCN. Juste après, André Mbata, secrétaire permanent, s'est entretenu avec une délégation des parlementaires belges, Robert Dechisense et Turbo Chimanga.
Le siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo avec la signature de sa charte et de son règlement intérieur. Ce jeudi 11 septembre 2025, le président de l'Assemblée nationale et membre du Présidium, Vital Kamerhe, a renouvelé son engagement envers la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant sa loyauté au chef de l'État. L'autre figure emblématique de l'Union sacrée de la Nation, c'est José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, lui aussi membre du Présidium, a aussi apposé sa signature sur ce document essentiel. Ce même jeudi, le ministre des Sports, Didier Boudimbo, une personnalité importante du Congo central, a signé la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Cette action a été accueillie par une immense foule, témoignant du soutien populaire pour l'Union sacrée de la Nation. Déjà, l'Union sacrée a été mise en place pour pouvoir mettre une majorité autour du chef de l'État. Donc c'est pour confirmer que l'AVCA fait bien partie de l'Union sacrée. Étant membre du Présidium, poser cet acte était très important. Et je pense que ce soit nos militants, en tout cas tous ceux qui sont avec nous, et même les partis politiques qui composent l'AVCA, continuent à être loyaux vis-à-vis du chef de l'État et nous allons accompagner sa vision. Le secrétaire permanent, le professeur Anemba Tabitokoume Soumangu, rappelle aux honorables députés et sénateurs, membres de l'Union sacrée, que la date limite pour la signature de ces actes d'engagement et de loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est fixée au samedi 13 septembre 2025 à 12 h et la publication de ces listes est fixée au lundi 15 septembre 2025. En page internationale pour boucler ce journal, le 11 septembre, les USA